Tout d'abord, merci à l'orateur précédent qui a été très clair et qui permet aussi d'introduire ce sujet complexe qui est un peu celui de l'économie et de ses différentes applications et compréhensions dans le système de soins et voire en particulier dans le cas de la réanimation médicale ou plus largement de la réanimation. Alors, c'était un peu compliqué de faire cette présentation parce que de la préparer, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de introduction, méthode, résultat et discussion. Donc, j'ai essayé de faire comme le présentateur précédent sans qu'on se soit concerté avec une sorte d'approche un peu philosophique. Donc, veuillez m'excuser si ce n'est pas complètement formaté par rapport au type de présentation dont vous avez l'habitude. Mais j'ai essayé, en gros, de présenter un peu l'évolution des mécanismes de financement qui nous ont gouvernés depuis 3 décennies, et finalement des principes de justice distributive, puisque c'est le thème de la session, sous-jacents, qui sont plus ou moins explicites ou implicites. On a quand même 3 grands mécanismes qui sont mis en place. Donc en 1995, quand même, on avait le passage budget global, loi de financement de la sécurité sociale, qui est quand même un grand changement. Donc pour les plus anciens d'entre nous, c'est quelque chose qui a été vécu de façon parfois dramatique. Pour les plus jeunes, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu, c'était l'époque du budget global, la bonne des vieilles époques. Puis en 2004, on a tous rencontré, je pense, le passage à la tarification à l'activité, sur laquelle je vais évidemment revenir. Et puis 2012, on a un nouveau décret qui s'applique dans le système de soins, qui s'appelle le décret évaluation médico-économique, qui vise à mesurer quelle est la valeur de différents produits de santé innovants. Chacune de ces réformes porte en elle un certain nombre de principes, et je vais essayer de montrer, de discuter ces différents principes tels qu'ils se sont accumulés, sans forcément se remplacer au fil du temps. Donc avant 1995, pour ceux qui l'ont connu, c'était l'époque du budget global, c'était une époque assez simple. Et bon, je ne reviendrai pas trop dessus parce que moi je ne l'ai pas vraiment connu. Moi je suis plutôt né avec la crise économique, avec le choc pétrolier. Et donc nous on a plutôt connu une dégradation progressive de l'économie générale en France et avec différentes conséquences, notamment sur notre système de sécurité sociale. Alors, les premiers principes qu'on peut évoquer, c'est en 1995 avec la fameuse réforme Juppé. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était un moment assez complexe. C'était la mise en place de la loi de financement de la sécurité sociale. Donc le premier principe, c'est un principe de démocratisation et d'un vote par le Parlement des choix collectifs qui devraient être faits ou qui seront faits pour l'année suivante en termes de répartition du budget au sein de la sécurité sociale. Au sein de cette loi de financement de la sécurité sociale, il y a un objectif que je pense que vous connaissez tous, l'acronyme ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc qui est un objectif qui permet de délimiter ce qui devrait relever de l'assurance maladie par rapport aux autres dépenses de sécurité sociale. Et dans l'ensemble, la loi de financement de sécurité sociale permet de mesurer ce que sont les dépenses consenties en sécurité sociale par rapport à d'autres dépenses collectives au sein de l'économie nationale. Donc c'est bien quelque part qu'on fait chaque année des choix, dont on a plus ou moins conscience, entre ce qui devrait aller à l'assurance maladie par rapport aux retraites, par exemple, ce qui devrait aller à l'ensemble de sécurité sociale par rapport à d'autres dépenses comme l'éducation, avec des conséquences qui sont évidemment plus ou moins mesurées et mesurables. Pour donner une idée des volumes des dépenses consenties, le budget de l'hôpital qui était prévu en 2014 était de 75,5 milliards d'euros pour un total d'ONDAM anticipé de 179 milliards d'euros. Donc un budget conséquent pour l'hôpital par rapport à l'ensemble des dépenses d'assurance maladie. Alors le troisième mécanisme, parce qu'il y en a d'autres, mais j'insiste sur certains, c'est à l'époque, après la transition du budget global, c'était comment est-ce qu'on pouvait, un des problèmes chroniques, c'était finalement le constat
d'un déséquilibre budgétaire entre les hôpitaux de différentes régions. Donc on a mis en place, pour ceux qui s'en souviennent, un point ISA, qui était l'indice synthétique d'activité, qui était fondé sur le PMSI, et dont le but était de mesurer quelle est la valeur relative de la production d'un soin dans un hôpital sur le coût moyen, ou en tout cas le coût constaté dans la région, enfin dans l'hôpital, dans la région, voire au niveau national. Et l'objectif affiché était de redistribuer les dépenses entre les différentes régions selon la valeur du point ISA constaté. Donc, pour une valeur du point ISA trop élevée en région centre, on allait, enfin trop basse par rapport à la région Île-de-France, on allait chercher progressivement à redistribuer le budget régional pour rééquilibrer le point ISA. Donc dans ces différents principes depuis 1995, on avait un principe qui s'était mis en place explicitement, qui était celui d'une démocratie sanitaire, avec un vote effectué par le Parlement, un maintien évidemment de l'égalité d'accès aux soins, et aux soins hospitaliers notamment, en essayant d'améliorer la qualité sur le principe que les coûts devraient être à peu près les mêmes pour la production d'un même soin selon que l'hôpital se trouve dans telle ou telle région ou telle autre région. Et la mise en place le constat d'un coût d'opportunité, c'est-à-dire de la valeur du financement de l'assurance maladie, qui était sans doute, enfin, un coût pour l'assurance maladie qui était sans doute trop élevé à l'époque, enfin à l'époque et qu'il est toujours. Je pense qu'il y a une inversion dans les diapositives, mais c'est pas grave. On va passer plutôt à la suivante. Une des difficultés, voilà, c'est le constat que la dépense sociale restait trop élevée, donc avec une absence d'équilibre budgétaire de l'assurance maladie depuis 1997. Le fait que plusieurs dizaines d'années seraient nécessaires pour redistribuer la somme, le montant total entre les différentes régions, c'est-à-dire sur la base du point ISA, et puis l'accumulation d'une dette sociale depuis 1995, pour laquelle un mécanisme spécifique a été mis en place, qui s'appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc, pour donner une idée, en 2014, on vote l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, à côté duquel on vote un déficit qu'on va redistribuer sur la caisse d'amortissement de la dette sociale, ce qui aboutit depuis 1997 à une dette sociale cumulée assez conséquente de 219 milliards d'euros. Cette dette totale, elle a été remboursée en partie grâce au mécanisme de contribution au remboursement de la dette sociale, pour un montant de 38% du total, et l'échéancier d'emprunt court jusqu'en 2025. Un des autres principes qui a été rappelé depuis l'époque, c'est la nécessité d'essayer de limiter les dépenses sociales, et notamment d'assurance maladie, puisque l'argent qui ne sera pas... la dette accumulée au fil du temps devra être remboursée soit par les générations présentes, soit par les générations futures. Alors en 2004, deuxième réforme qui a été évoquée précédemment, celle de la tarification à l'activité. Fort du constat que la redistribution, la péréquation interrégionale sur la base du point ISA n'allait pas fonctionner ou allait prendre plusieurs dizaines d'années, il a été mis en place un mécanisme de mise en concurrence directe des hôpitaux qu'on a appelé la tarification à l'activité. Donc le principe est assez simple, c'est finalement, comme dans une entreprise privée, c'est de considérer que chaque entreprise devrait maintenir un équilibre, pas forcément faire du profit, mais en tout cas au minimum maintenir un équilibre budgétaire, notamment dans le public, et donc équilibrer les recettes prévues sur la base de l'activité hospitalière et les dépenses constatées à chaque fin d'année. Comme le mécanisme n'est pas parfait, plusieurs autres mécanismes complémentaires ont été mis en place, notamment concernant l'innovation thérapeutique, avec un financement particulier supplémentaire hors système pour les molécules onéreuses et pour de nouveaux dispositifs médicaux,
Et puis les missions d'intérêt général ou d'aide à la contractualisation qui portent sur différentes activités qui échappent finalement à un mécanisme général de financement par la tarification à l'activité. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la tarification à l'activité, comme vous connaissez forcément, un mécanisme particulier a été mis en place pour le financement de la réanimation avec un financement en sus, des journées considérées, enfin, pour les passages des patients en réanimation, selon qu'ils ont des actes traceurs importants en réanimation, avec une facturation de journée de réanimation, et à défaut, par le simple passage dans une unité de réanimation, par des soins continus intensifs, les deux n'ayant pas la même valeur. Donc, si on essaie d'expliciter les principes qui sont derrière, le premier principe, c'est toujours celui de la recherche d'un respect de l'ONDAM hospitalier, et puis une forme de début de mise en concurrence sous forme de marché, en considérant qu'il y a un marché, bien que les prix soient administrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme ce qui a été dit précédemment, il y a très peu d'hôpitaux qui sont en mesure d'avoir une comptabilité, enfin qui ont une comptabilité analytique ou qui soient en mesure de calculer le coût de revient de la production d'un séjour. Alors les problèmes principaux posés par la tarification à l'activité, c'est que finalement, les prix étant administrés, la seule optimisation possible pour un hôpital, c'est de maximiser le volume, donc d'augmenter le nombre de séjours, ou plus ou moins qualitativement le contenu des séjours produits à l'échelle de l'hôpital, dans la mesure où il peut modifier cette activité. Comme tous les hôpitaux sont mis en concurrence dans ce sens-là, il y a un incitatif très fort pour chaque hôpital à produire plus de séjours, quelle qu'en soit l'utilité collective. Et en conséquence, puisque le principe premier, c'est de respecter l'ONDAM l'année suivante, le calcul des prix conduit à une baisse générale des prix qui est répercutée de façon un peu homogène et floue sur l'ensemble des tarifs concernant l'ensemble des séjours, avec pour conséquence une diminution relative du budget de l'hôpital l'année suivante. Donc un principe positif qui serait de maximiser les recettes de l'année suivante répond à une conséquence négative implicite qui est celle de la diminution des prix et donc finalement une stagnation du budget. Une deuxième difficulté, c'est que les hôpitaux sont le plus souvent en incapacité de faire des choix relativement élaborés, puisqu'il n'y a pas vraiment de comptabilité analytique dans la plupart des hôpitaux. Je rappelle que, par exemple, ce qui sert à fixer les prix des séjours chaque année est basé sur une étude qu'on appelle l'étude nationale des coûts, qui inclut 50 à 100 hôpitaux, et donc pour lesquels qui ont chacun une comptabilité analytique, et pour lesquels les résultats sont redressés de multiples façons pour pouvoir correspondre aux 2 à 3 000 hôpitaux publics auxquels ils s'adressent, publics et privés auxquels ils s'adressent. Vous voyez, une sorte de flou artistique dans la détermination des prix. Et puis finalement, philosophiquement, une des difficultés, c'est dans la mise en concurrence entre le public et le privé, sachant que 80% des recettes, enfin 80% des dépenses des hôpitaux sont essentiellement liées, sont liées aux ressources humaines, donc aux personnels qui sont employés par les hôpitaux. Une des difficultés principales, c'est de mettre en concurrence des systèmes qui n'ont pas du tout les mêmes mécanismes d'adaptation, notamment entre le public et le privé. Les uns ayant une capacité d'adaptation beaucoup plus forte, notamment le privé, que des établissements publics. Alors, 10 ans après, donc 95, 2004, 2012, une nouvelle étape, indépendamment, enfin qui touche indirectement l'hôpital, qui est celle de la publication du décret dit évaluation médico-économique, dont la vocation est quelque part de chercher à mesurer, à recommander, enfin à imposer d'ailleurs, une analyse médico-économique pour toute nouvelle innovation thérapeutique, qu'il s'agisse de médicaments, enfin de molécules onéreuses, enfin a priori onéreuses, qui demanderaient une reconnaissance de prix et de remboursement comme tel, ou de dispositifs médicaux. Donc c'est une commission qu'on appelle à la HAS, qu'on appelle la Commission Évaluation économique et santé publique, qui est en charge de mener ou surtout d'évaluer les dossiers qui lui sont soumis et qui conduit cette évaluation indépendamment de la commission de transparence. Charge ensuite
au comité des prix de faire la synthèse entre les deux évaluations, celle de la commission de transparence et celle de la CESP. Alors, qu'est-ce qui est demandé aux différents laboratoires ou industries du vivant? Eh bien, c'est de produire une analyse coût-efficacité, c'est-à-dire un modèle dans lequel on va comparer de manière quantitative ce que seraient les coûts et l'efficacité qui seront permis dans le système de soins par l'innovation pour laquelle le laboratoire demande un prix et un remboursement. C'est-à-dire, au final, d'essayer de mesurer ce que serait le coût supplémentaire pour produire une année de vie gagnée en bonne santé grâce à cette innovation. Toujours pour essayer de discuter, aujourd'hui c'est tel que c'est présenté comme ça, c'est pour négocier in fine le prix et le remboursement de l'innovation en question. Donc sur ce graphique, c'est présenté assez simplement, c'est finalement, on calcule une différence de coût, on calcule une différence d'efficacité entre le nouveau et le traitement standard. Alors forcément, il y a des situations qui sont excellentes, c'est celle où et le coût baisse et on gagne en efficacité. Bon, évidemment, c'est une situation qui n'existe quasiment pas. Et puis, il y a une situation qui est la plus fréquente, c'est que le coût va être augmenté pour une efficacité supplémentaire qui est relative. Après, toute la question, ça va être de savoir quel est le coût qu'on va accepter pour une année de vie gagnée en bonne santé. Alors, dans certains systèmes, donc, on a parlé l'orateur précédent parlait des systèmes anglo-saxons. Donc, bien sûr, ce type d'approche n'a pas été développé en France et d'origine anglo-saxonne. Dans de nombreux pays, il existe des valeurs de référence. Donc vous avez sans doute, pour ceux qui ont lu un peu de littérature médico-économique, entendu parler du seuil de 50 000 $ par année de vie gagnée en bonne santé, par QALY. Donc ça, c'est le seuil de référence aux États-Unis. En Angleterre, c'est 20 000 livres pour un QALY. En France, on n'a pas de valeur de référence, ce qui constitue une certaine limite dans l'approche proposée aujourd'hui. Donc le principe de cette analyse, c'est finalement de dire, à budget constant, je ne vais choisir que des interventions nouvelles qui ont une valeur suffisante en termes de production de soins, en termes de production de santé, non pas de soins, et je vais ainsi maximiser l'utilité collective. C'est-à-dire ici, c'est le nombre total d'années de vie gagnées en bonne santé. Indirectement, cette valeur de référence qui permet de dire si une nouvelle intervention serait bonne ou serait moins bonne, permet de juger, ou en tout cas donne une indication de ce que pourrait être la valeur de la vie humaine dans le système de soins. Le problème principal, on l'a évoqué, c'est qu'en France, on n'a pas de valeur de référence. Donc pour essayer de conclure sur ces différents principes et leur évolution, d'abord, il y a un choix, donc je pense que depuis 30 ans, il y a un choix social qui se manifeste de différentes façons, c'est d'essayer de contenir, voire, avec un fort incitatif récemment, de plus en plus, en tout cas de contenir, voire de réduire le déficit, et notamment le déficit de l'assurance maladie. Au fil du temps, de nombreux principes qui relèvent de la justice distributive ont pu être appliqués et finalement s'accumulent sans se remplacer les uns les autres, avec des conséquences qui sont souvent implicites. On pourra revenir dessus puisque je pense que c'était l'idée, c'était aussi d'avoir une discussion, mais les conséquences sont évidemment très variées. On a parlé par exemple de cette course à la production de séjours, notamment dans le mécanisme de tarification à l'activité, sans que ce soit forcément une utilité sociale bien démontrée. Mais en conclusion, parce que j'étais pressenti ici comme médecin, mais surtout comme économiste, je pense qu'un des thèmes les plus intéressants, et notamment vis-à-vis de la réanimation, c'est qu'on, depuis 2012, et le décret sur l'évaluation médico-économique, il y a un intérêt à expliciter ex ante des décisions collectives. C'est-à-dire que même s'il s'agit d'un modèle, même s'il s'agit d'un modèle avec des paramètres et toutes sortes de complications de construction,
c'est peut-être la première fois que dans ces exercices-là, on va chercher à discuter de ce que pourrait être la valeur de la vie humaine et comment est-ce qu'on peut décider a priori selon certains principes. Alors, celui de l'analyse médico-économique, c'est de maximiser l'utilité collective selon un principe utilitariste, à gagner le plus d'années de vie en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément le principe, enfin qui en général n'est pas reconnu comme le principe unique, mais je pense que c'est une occasion assez nouvelle, et en particulier dans le contexte de la réanimation, un intérêt certain de chercher à mieux comprendre quels sont les principes qui existent dans ce domaine, et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer.